merveilleux de voir ces jeunes qui se préparent à devenir prêtres, qui deviendront missionnaires à leur tour, et qui sait qu'ils viendront peut-être chez nous en Amérique un jour. Et maintenant, on a eu une autre très belle expérience qu'on a vécue. C'était la célébration à la prison des femmes. Tu es toi-même aumônier, je pense, à la prison des femmes. Et nous allons été vivre, avec un privilège extraordinaire, une belle célébration eucharistique à cet endroit-là. Peux-tu nous parler du ministère que tu fais à la prison des femmes? Donc, je ne suis pas seulement membre de l'équipe de formation des jeunes, aussi professeur à l'université, mais j'ai fait aussi mon ministère dans une prison de femmes où nous avons plus de 800 femmes avec une centaine d'enfants de moins de 4 ans. C'est un ministère qui me plaît beaucoup, où je suis évangélisé par les pauvres. Ces pauvres dans tous les sens. Ces femmes qui sont en prison, mais qui rayonnent de joie, qui rayonnent d'espérance. Pour moi, plus que l'Eucharistie elle-même, je suis frappé par le fait qu'ils sont plus touchés par la présence des gens qui viennent de l'extérieur pour leur rendre visite. J'étais en prison et vous m'avez visité. C'est ça ce qui leur donne de l'espoir, de l'espérance, parce qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Elles savent que derrière le mur, il y a quand même des gens qui pensent à elles. C'était l'expérience que je partage. On l'a vécu, l'abbé Yves et moi, et Rénald aussi. Si on n'avait pas vu que leurs costumes étaient des costumes de prisonnières, les lieux étaient des lieux de prison, on ne se serait pas dit qu'on célèbre en prison. Il y a tellement d'amour. Alors, on va laisser la caméra, justement, nous présenter ces belles images de la célébration que nous avons vécue à la prison des femmes. Lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde na kutufikisha kwenye uzima. Yake alituamuru kufanya hivyo kwa ukumbusho wake. Hii ni karamu uzima wa roho, yumo Bwana Yesu kwa mwili wake kweli na damu yake. Asante Bwana Yesu kwa mema yako yote, kwa mema yako sana, kwa mema yote twashukuru. Asante Bwana Yesu kwa mema yako yote, kwa mema yako uliotujalia. Asante kwa mema yako yote, kwa mema yako
Salut aussi les Canadiens. Et que dire maintenant de la célébration dominicale que nous avons vécue dimanche dernier, ici à une paroisse qui s'appelle Sainte Margaret, où, si tu présentais justement cette paroisse-là. Sainte Margaret, cette église est une desserte de l'église principale Notre-Dame de la Paix. C'est une église que j'aime beaucoup parce que la majorité des gens qui sont là viennent de bidonville. Cet endroit où moi-même j'ai été ordonné diacre il y a une dizaine d'années. Donc j'ai un lien affectif avec cette église, comme vous-même vous l'avez remarqué, par leur enthousiasme, par leur participation active. Et vous avez vu combien ils sont très heureux d'accueillir des visiteurs, ce que nous appelons des étrangers. Ils sentent aussi par la présence des visiteurs qui viennent de loin qu'ils sont aimés, estimés, qu'ils ne sont pas seuls dans leur pauvreté. Et cela donne toute la joie. Vous avez vu comment est-ce qu'ils vous ont accueillis à l'église. Le dynamisme de la liturgie, les gestes de la liturgie aussi, hein, puis la jeunesse des personnes. Et puis, on a été visiter les bidonvilles, hein, avec tout ce qui ça peut concerner. Et on n'aurait pas dit que les gens venaient des bidonvilles quand on a vécu la célébration eucharistique. Hein. Tellement c'était beau et tout ce qu'il y a de plus merveilleux aussi. Et puis, on va peut-être terminer cet aspect-là sur deux autres endroits qui ne sont pas au niveau des célébrations, mais ce qu'on appelle ici les centres diocésains, qui sont là pour l'organisation diocésaine de la vie de l'Église. Et dans ces endroits-là, nous avons été hébergés 2 fois lors de voyages à Bombassa, qui est, comme je dis, près de l'océan Indien, ou aussi au lac Naguru, là où il y a toute une région touristique de safari. Alors, les centres diocésains sont des très beaux lieux d'accueil aussi. Chaque diocèse dans ce pays a un centre diocésain de pastoral. Ces centres accueillent différentes réunions, rassemblements des jeunes, rassemblements des agents pastoraux, parfois aussi la rencontre des évêques dans un lieu précis, dans un diocèse. C'est pour nous, prêtres, un lieu où on se sent à la maison, on se sent chez soi. Vous avez vu comment est-ce qu'ils nous ont traités vraiment avec préférence. Les repas ont été bien soignés et tout le monde vraiment était concerné parce qu'il y a un respect qui est là pour le prêtre en tant que personne, mais aussi pour le ministère que le prêtre fait pour son service à la population. Et donc, partout où on passe dans ces centres de pastoraux diocésains, on est très, très bien accueillis. Mais il y a aussi un autre aspect pour ces centres, c'est que ça devient aussi comme des guest house où on peut louer les chambres à des gens qui viennent de l'extérieur, à des organismes, il y a des salles de conférences, il y a des piscines. Et c'est une façon aussi de générer des revenus pour ces diocèses. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'implication de jeunes religieuses. Chez nous, on voit relativement peu de jeunes religieuses, mais c'est un endroit où on en voit plusieurs. Et ça aussi, ça fait partie de la vitalité de l'Église. On a parlé au point de vue masculin, de la relève qu'il y a en Afrique, mais du côté féminin, il y en a aussi beaucoup. En effet, les religieuses ont fait beaucoup dans ces pays, comme partout d'ailleurs dans le monde. On voit leur présence dans l'éducation, on voit leur présence dans le milieu de la santé, mais aussi au niveau pastoral, elles sont là bien présentes. Dans presque tous ces centres pastoraux, ce sont des religieuses qui sont responsables et qui gèrent ces centres. J'aimerais aussi revenir sur un aspect que tu as mentionné au tout début, la vitalité de l'Église ici, par ce qu'on appelle les communautés de base. On a participé à ça ensemble, dans un quartier de Nairobi. Peux-tu nous dire comment ça se vit ici, les communautés de base, puis combien elles sont? Les communautés ecclésiales de base ou communautés ecclésiales vivantes sont vraiment les noyaux, les piliers de l'Église. C'est une option de l'Église d'Afrique depuis les années 70, où les évêques ont demandé que la pastorale soit une pastorale de proximité. Des gens qui vivent dans le même environnement se réunissent pour la prière,
pour organiser la vie de l'Église, mais aussi pour se soutenir mutuellement dans leur démarche de foi. Dans la bidonville que vous avez vue, nous avons une dizaine de communautés de base. Mais autour de la paroisse, nous avons une quarantaine de communautés de base qui se réunissent une fois par semaine. Et c'est comme avec les premières communautés chrétiennes, on se réunit dans les maisons des gens. Oui. Alors, ça conclut peut-être, hein, il y a tellement à dire sur la vitalité de l'Église que nous avons vu ici, mais on peut conclure en disant que c'est une communauté vivante, jeune, en progrès. Et même dans l'Église, on parle de l'Afrique comme étant l'espérance de l'Église actuellement. Comment toi qui vis ici, qui es un Africain, comment tu vois ça toi-même? Cela est vrai, d'autant plus que le Benoît XVI, en tant que pape, a dit une fois que vraiment l'Église d'Afrique, c'est le poumon spirituel de l'humanité. Et il nous a vraiment encouragé de conserver cette vitalité au niveau spirituel et au niveau de l'engagement. Et donc, tous les diocèses, toutes les paroisses essaient vraiment d'animer ces communautés de base pour qu'elles soient vraiment le ferment de la vitalité et de la foi au niveau des diocèses et des paroisses. Et puis, c'est important ce que tu viens de dire. Pour nous, qui sommes en Amérique, au Canada, au Québec, on vit des heures difficiles en Église. Hein? Et c'est important qu'on puisse voir que l'Église n'est pas morte, hein? Que l'Église est vivante, que l'Église est en progrès, et puis que ça nous donne de l'espérance à nous, de chez nous. Maintenant, on va passer à un autre chapitre de notre voyage, Père Innocent, si tu veux. On va parler de la belle nature qu'il y a au Kenya. Il fait toujours beau, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à date, toujours beau et chaud. On était avec toi visiter des parcs, safari, on devait aller à la plage. Bon, si on commence par l'expérience de Mombasa. Mombasa, c'est une ville, peux-tu nous décrire un petit peu? Mombasa, c'est la deuxième ville du Kenya qui est située au bord de l'océan Indien. Une ville qui est caractérisée par sa belle nature, même s'il fait très chaud. Il y a des belles plages, il y a de beaux parcs. C'est une ville quand même assez intéressante. Une ville aussi qui est en pleine croissance économique. Là où nous trouvons le plus grand port de l'Afrique de l'Est, où tout transite pour aller en Ouganda, au Rwanda, au Congo et au Burundi. Donc c'est une ville en pleine vitalité économique. Et le fait que de l'attraction de la belle mer, hein, de la plage qu'il y a là, est un attrait touristique important. Oui, Mombasa attire les gens par sa côte sur l'océan Indien. Il n'y a pas que Mombasa. À 200 km, il y a la ville de Lamu. Il y a aussi la ville de Malindi qui attire beaucoup de touristes européens. Je ne sais pas s'il y a autant de gens qui viennent d'Amérique, en tout cas de l'Europe. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe attirés par ces plages. On peut dire, par exemple, que le soleil est très, 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 très chaud. Hein? Alors, combien de degrés à peu près? Peut-être entre 30 et 35 degrés avec l'humidité. Oui, ça nous donne l'impression d'encore plus chaud que ça, parce que c'est vraiment direct, hein, c'est à l'équateur, là, directement. Là aussi, il y a de la belle nature. On a été visiter un beau parc, hein, où on a vu différents animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au parc? Peux-tu nous dire quelle sorte d'animaux il y a dans ce parc-là? Ce parc de Mombasa a une spécialité parce que c'est un parc qui a été créé pour refaire, disons, l'environnement qui avait été détruit, parce que cet endroit était une carrière d'extraction pour la préparation du ciment. Juste à côté, il y a une usine. Donc, le terrain était vraiment vidé. Alors, ils ont pensé reboiser cette ancienne carrière de ciment en plantant des arbres. Et puis, quelques années plus tard, depuis 1971, ils y ont mis des animaux. Vous avez vu des girafes. On a vu toutes sortes de serpents, venimeux, moins venimeux. On a vu des crocodiles. Ah, c'est comme au manège.
on a vu des hippopotames, on a vu toutes sortes d'animaux qui ont été amenés dans ce parc et ça fait vraiment toute une beauté dans cette région. Quand on arrive, nous autres, comme étrangers, là, c'est ce qui nous frappe. On veut toujours voir là, des girafes ou des hippopotames. Oui, etc. Puis c'était notre première visite, justement, dans un parc. Bon, Mombasa. Ensuite, on a vécu une très belle expérience aussi, hein, très forte, à lac Nakuru, où là, vraiment un safari, hein, avec le Jeep de safari et les animaux et la grande nature. Peux-tu nous parler aussi de ce lac Nakuru? Le lac Nakuru, c'est un lac qui attire beaucoup des touristes. Hein. Et autour de ce lac, il y a tout un parc aussi qui a été créé. Et la spécialité de ce lac, tout d'abord, ce sont des oiseaux qu'on appelle des flamingos, qui sont des oiseaux rares dans le monde. Mais il n'y a pas que des flamingos, il y a plus de 450 sortes d'oiseaux différents. On ne peut pas les nommer tous parce qu'on ne connaît pas les noms en français, mais il y a plus de 450 sortes d'oiseaux dans ce parc. En plus, nous avons vu des rhinocéros, on a vu des girafes, on a vu des impalas et d'autres sortes d'animaux quand même. C'était merveilleux à voir. Si tu peux nous décrire pour le bénéfice des téléspectateurs, parce qu'on a pris des images pendant ce temps-là. Alors, on a vu, entre autres, hein, une belle girafe. On rêve toujours de voir des girafes un jour. Mais en liberté, là, c'est ça, un safari, c'est que c'est nous autres qui sommes dans le Jeep. Tous les animaux sont autour. Alors, on a vu une belle girafe avec son bébé aussi. Ce qui frappe en fait quand on vient, hein, on n'est pas dans une sorte de jungle, hein. On est dans un parc qui est ouvert et où les animaux sont paisibles. Ils se promènent librement, ils se côtoient entre eux, hein, comme la girafe qu'on a vue avec son petit, ou comme les rhinocéros aussi qu'on a vu avec son petit. Ce sont vraiment des animaux qui sont libres dans la nature et c'est beau de les voir paisibles comme ça. La même chose pour les zèbres. Hein? Là, les zèbres, on a vu, disons, en quantité parce qu'ils voyagent pas mal en troupeau, hein? Puis ils sont libres aussi. Ils sont libres. Et puis, ce que nous avons aussi, ce qui nous a impressionné, c'est aussi la vie en famille. Oui. Hein. Quand on voit, par exemple, les impalas, on dit qu'ils sont... Est-ce que tu peux les décrire pour que les gens puissent les reconnaître, là? Les impalas sont des animaux qui sont un peu plus haut que les chèvres, avec une couleur assez claire, très, très belle, où il y a un mâle qui se promène avec plusieurs femelles. Il n'y a pas deux mâles dans un même troupeau. Et les mâles qui n'ont pas de femelles, ce sont des mâles célibataires qui sont seuls à côté. Il y a une très très belle vie de famille qu'on peut aussi utiliser comme parabole si on veut parler vraiment de la famille. Et puis on a vu aussi des gazelles, parce qu'on en parle beaucoup dans la Bible des gazelles. Alors, on a vu des troupeaux de gazelles aussi. On a vu des troupeaux de gazelles, on a vu quelques rhinocéros, on a vu pas mal de buffles. Hein, oui, buffles avec des grosses cornes, hein, qui sont comme des gros bœufs avec des grosses cornes. On a vu aussi des pélicans, cet oiseau qui est symbole de charité, qui, en cas de famine, nourrit ses petits avec son propre sang. Nourrit ses petits avec son propre sang. Symbole de charité parfaite. Et aussi, sur la route du retour, on est allé dans un parc là, de nature, mais un lac, hein, où on a vu des hippopotames le jour qui sont en train de se reposer dans l'eau. Et donc, pour nos téléspectateurs, nous sommes dans la région de Rift Valley. On a appris ça dans la géographie. Et dans cette région de Rift Valley, on a plusieurs lacs. Donc, on a été au lac de Nakuru. Et maintenant, nous parlons du lac de Naivasha, où nous avons eu le plaisir de faire un petit tour dans une petite, pirogue, oui, pour aller voir les hippopotames. C'est une autre sorte de safari.
safari sur l'eau. Alors, tout ça pour dire que la nature est tellement belle, tellement épanouie ici. On va aborder peut-être le dernier chapitre de notre voyage. Disons que c'est la vie elle-même, la vie civile, la vie sociale ici. Entre autres, et puis je dirais qu'à ce compte-là, Nairobi peut être une ville de paradoxe. On voit une ville en plein progrès, hein? Une ville moderne même, avec des édifices à bureaux, puis des différents commerces aussi. Puis en même temps, vu la pauvreté, on a parlé de bidonville aussi. Alors, on est allé, entre autres, sur le toit de, on pourrait dire, nous autres, on pourrait dire la tour olympique ou la place Ville-Marie, quelque chose d'adapté ici. Alors, on a vu aussi la ville du haut de cette tour-là. Oui, on peut comparer cette visite en haut du Centre international de conférences comme l'Observatoire de Québec. Oui. Comme l'Observatoire de Québec, où on voit vraiment toute la ville avec sa beauté, ses bâtiments, et une ville qui est bien boisée. Toutes les maisons sont entourées de parcs et de forêts, ce qui contribue à ce climat doux de Nairobi, où il ne fait pas tellement chaud comme dans la ville de Mombasa. Donc c'est une ville qui est en pleine croissance, mais en même temps qui attire aussi beaucoup de pauvreté tout autour. C'est-à-dire que malheureusement, nos villes africaines ont été concentrées seulement dans les capitales ou quelques grandes villes, et les milieux ruraux ont été plus ou moins abandonnés. On n'a pas aussi autant de services sociaux. Alors les gens émigrent de leur village pour venir chercher du travail à Nairobi, faire scolariser leurs enfants et tout ça. Alors ils vivent dans ces quartiers que nous appelons des bidonvilles, où les riches et les pauvres se côtoient. Les pauvres, même s'ils sont un peu à l'écart, mais ce n'est pas tout à fait un ghetto, où les pauvres et les riches se côtoient. Il y en a qui vivent là par choix, parce qu'ils veulent économiser plus pour pouvoir éduquer leurs enfants et peut-être aussi envoyer de l'argent à leur propre famille dans les villages. Et puis, ce que j'ai remarqué dans les bidonvilles, même s'il y a de la grande pauvreté qu'on a pu vérifier, là, mais vous voyez ça sans doute par les photos qu'on a prises. On n'a pas voulu prendre de vidéos, justement, à ce moment-là, pour pas faire exprès pour présenter tout ça de même. On a pris des photos quand même. Et as-tu remarqué l'amour qu'il y avait dans ces gens-là? Hein? Le désir de se faire prendre en photo, même. Puis le nombre de petits-enfants. Disons que ça peut être, dans un visiteur bidonville, ça peut te faire peur. C'est peut-être l'impression que moi j'avais avant d'y aller. Puis ça peut être une très, très belle occasion de vivre des très, très belles expériences aussi. Oui, il y a cet amour qui est manifesté, il y a cet accueil chaleureux. Plus que ça, il y a la dignité. Oui. Ce sont des gens qui vivent dans des situations précaires, mais qui sont dignes. Et vous avez vu la manière dont ils se présentent, hein? Et même à l'église, hein? On ne pourrait pas même savoir que ce sont des gens qui sont venus de bidonvilles. C'est vraiment, ils vivent leur pauvreté dans la dignité d'hommes et de femmes. Et ils sont très contents d'accueillir les étrangers, les visiteurs et partager leur pauvreté. Oui. Et puis on voit même par l'habillement, hein? Puis par la propreté même. On pourrait dire bidonville égale saleté ou désorganisation. Oui, il y a tout le contexte comme ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de dignité dans tout ça. Hein? Oui, c'est ça, je veux dire vraiment beaucoup de dignité, beaucoup de dignité. Et on aurait pensé que peut-être on aurait des gens qui allaient accourir derrière nous pour commander, pour faire ceci, pour cela. Non, par contre, on en est très très bien accueillis avec des visages souriants. Et c'était vraiment de belles images. Alors, mes bien chers amis, ce qu'on vient de vous présenter nous donne une image sans filtre, je dirais, naturelle, prise dans la réalité de ce qu'on a pu voir au point de vue
spirituel, religieux, au point de vue naturel avec la nature, au point de vue social. Et ça reste quelque chose une très, très belle expérience à vivre. Et c'est pour ça que je vous laisse sur ça, en vous disant qu'il y a plein d'espérance pour le monde et pour l'Église ici. Nous allons continuer cette série de reportages en interviewant cette fois-ci des personnes ou des groupes de personnes. Nous avons rencontré ici des jeunes, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons donné l'occasion à un certain nombre d'entre eux de prendre la parole et de décrire qu'est-ce que la mission représentait pour eux. Nous avons rencontré aussi des prêtres des missions étrangères du Québec, donc des Québécois qui sont ici et qui viendront nous donner leurs impressions également. Nous avons rencontré des formateurs qui sont tes collègues à toi. Et puis, en conclusion, nous rencontrerons l'abbé Yves Rancourt. C'est mon compagnon de voyage depuis un certain temps, avec qui je suis allé déjà en Haïti. On a vu des reportages au Salvador. Alors, Yves, à son tour, viendra nous donner ses impressions. Alors, Innocent, merci beaucoup pour ton accueil. C'était vraiment, vraiment une très, très belle expérience. Comme on dit en Afrique, c'est à vous le merci. Ah oui. Et puis vient d'arriver parmi nous une recrue. Rénal se qualifie comme un bon numéro 2. Alors, Rénal, c'est Rénal de Roy, qui vient de Saint-Georges-de-Beauce. Ah, puis Yves vient. Mais c'est une bonne idée de l'équipe. Voilà. Alors, Yves, dont je vous parlais tout à l'heure, le voici. Et Rénal, alors Yves est prêtre à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis Rénal est, lui, laïque, employé dans la construction. Et on a, dans le fond, c'était un beau voyage, parce que c'était diversifié dans les talents. Et puis c'est nous trois qui te remercions beaucoup, Innocent. Ronald. Oui, un beau sourire. OK.